Vous êtes manager et souhaitez en savoir plus sur le droit du travail, vous êtes au bon endroit. Et si vous n'êtes pas manager resté, vous allez quand même apprendre des choses. On dit souvent que les managers sont des mini RH, parce que même s'ils sont accompagnés, les managers sont en première ligne et font face au quotidien à des problématiques de gestion des salariés. En France, le droit du travail est omniprésent à chacune des étapes de la vie du salarié dans l'entreprise. Et le manager, en tant que premier point de contact des salariés, fera forcément l'objet de questions sur ces sujets. C'est donc tout l'objectif de cette vidéo, aborder les 10 points essentiels en droit du travail qui vont concerner le plus les managers. Pour chacun de ces sujets, on va rappeler les règles principales et surtout y ajouter une mise en situation pour montrer comment bien réagir. Le sommaire de la vidéo est dispo dans la description, comme ça si un sujet vous intéresse en particulier, vous pouvez y accéder directement. Et dernier sujet avant de commencer, vous pouvez télécharger le résumé de tous les points qu'on va voir avec le lien dans la description. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir démarrer. Premier point, les grands principes du recrutement. En tant que manager, il est fort probable que vous soyez amené à participer au processus de recrutement d'un membre de votre équipe. Et comme toutes les grandes étapes de la relation de travail, le recrutement est géré en partie par le droit du travail. Il y a 3 grands principes à connaître dans le recrutement. Le principe de spécialité, le principe de transparence et le principe de non-discrimination. Le principe de spécialité prévoit que tout ce qui est mis en place pour le recrutement doit avoir un lien direct avec l'emploi proposé. Donc toute information demandée au candidat ne peut avoir pour but que d'évaluer sa capacité à occuper le poste. Ensuite, le principe de transparence implique que le candidat soit au courant des méthodes de recrutement. Donc si vous voulez appeler son ancienne entreprise, il doit le savoir à l'avance, et pareil si vous voulez lui faire faire un test professionnel pendant l'entretien. Et enfin, le principe de non-discrimination prévoit l'interdiction d'écarter du processus de recrutement un candidat pour un des motifs interdits, comme l'âge, l'origine, le genre, l'orientation sexuelle, les convictions religieuses, etc. Imaginons un manager qui fait passer un entretien à un candidat. Il lui demande de se présenter rapidement, jusque-là, pas de souci. Après sa présentation, il souhaite en savoir plus sur lui et lui demande son âge. Ça, c'était le premier piège. Peut-être en effet que sa date de naissance figurera déjà sur son CV. Mais demander directement l'âge d'un candidat peut laisser entendre que vous allez vous appuyer sur cette information pour prendre votre décision, ce qui est donc discriminatoire. Il est donc préférable de s'intéresser au nombre d'années d'expérience qui au moins se raccroche à un élément professionnel. Ensuite, le manager lui en demande un peu plus sur certaines expériences qui figurent sur son CV. Il voit que le candidat a travaillé dans plusieurs villes de France. Il en profite donc pour lui demander s'il souhaite désormais se poser, et même s'il est en couple ou marié. Et ça, c'était le deuxième piège. Des informations personnelles de la sorte n'apportent aucun élément utile pour apprécier les compétences d'un candidat. Et il en va de même pour la question encore trop répandue des enfants. Demander au candidat ou à la candidate s'il en a ou s'il veut en avoir est donc interdit. On va ajouter un petit bonus sur ce premier point du recrutement. Imaginons que vous ayez trouvé le bon candidat et vous souhaitez le garder grâce à une promesse d'embauche. Eh bien, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Il faut en réalité distinguer offre de contrat de travail et promesse unilatérale de contrat de travail. L'offre de contrat de travail permet de proposer un poste qui est disponible pendant un certain délai. Et pendant ce délai, l'entreprise peut se rétracter. En tout cas avant que le salarié n'ait accepté. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est plus contraignante car elle vaut déjà contrat de travail. Donc si l'entreprise se rétracte, cela vaut rupture abusive du contrat. C'est uniquement si le candidat refuse que l'entreprise est libérée, mais cela prouve une volonté plus forte de collaborer avec le candidat. Deuxième point, la gestion de la période d'essai. Une fois le salarié embauché, le début de la relation implique souvent une période d'essai. Elle permet à l'employeur de vérifier que le salarié possède bien les compétences requises pour le poste et qu'il convient bien aux attentes. Par contre, elle n'est pas automatique et doit être mentionnée dans le contrat de travail. Quant à sa durée, elle varie selon la catégorie professionnelle du salarié. Pour les ouvriers et employés, elle est de 2 mois et peut aller jusqu'à 4 mois avec le renouvellement. Pour les agents de maîtrise et techniciens, elle est de 3 mois et peut atteindre 6 mois avec le renouvellement. Et enfin pour les cadres, elle est de 4 mois et peut s'étendre à 8 mois avec le renouvellement. D'ailleurs, ce renouvellement n'est pas non plus automatique. Il doit être prévu dans le contrat de travail et implique l'accord du salarié. L'avantage de la période d'essai est de permettre à l'une des parties de mettre fin au contrat très facilement et sans donner de justification. Mais malgré tout, la rupture ne peut pas être effectuée pour n'importe quelle raison. L'employeur peut y mettre un terme uniquement via un motif qui concerne directement le salarié et la qualité de son travail. Pour mettre fin à la période d'essai, il faut respecter ce qu'on appelle un délai de prévenance. Si la période d'essai dure jusqu'à 7 jours, l'employeur et le salarié doivent respecter un préavis de 24 heures. Si la période d'essai dure entre 8 jours et 1 mois, ils doivent cette fois-ci respecter un préavis de 48 heures. Si la période d'essai dure plus d'1 mois, l'employeur doit respecter un préavis de 2 semaines et le salarié toujours de 48 heures. Et enfin, si la période d'essai dure plus de 3 mois, l'employeur doit respecter un préavis d'1 mois et le salarié conserve son préavis de 48 heures. Si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, c'est-à-dire le montant qu'il aurait dû percevoir en travaillant sur cette période.
Un manager a récemment intégré dans son équipe un nouveau salarié en période d'essai. Au fil des semaines et des mois, la qualité de son travail et ses compétences sont plutôt irréprochables. Cependant, le manager considère ce salarié comme trop distant et trop réservé avec le reste de l'équipe. Le manager envisage de mettre fin à la période d'essai, car sa personnalité peu chaleureuse et peu amicale ne s'intègre pas bien avec le reste de l'équipe. Si le manager agissait de la sorte, il s'agirait d'une fin de période d'essai pour un motif non professionnel. Certes, il n'y a pas besoin de donner le motif pour mettre fin à la période d'essai, mais le salarié pourrait considérer cette rupture comme abusive, puisque son travail n'a jamais été remis en cause. Donc la bonne pratique à adopter consiste à faire des retours sur le travail du salarié tout au long de la période d'essai, et de le faire par écrit pour disposer de preuves en cas de contestation du salarié. Troisième point, les grands principes de la durée du travail. Être manager implique forcément de gérer et de suivre le temps de travail de son équipe. On va donc faire un tour d'horizon des règles en la matière. Le concept de temps de travail effectif est la notion fondamentale à connaître lorsqu'on parle du temps de travail. Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif n'implique pas tant le fait de travailler activement, mais d'être à la disposition de l'employeur, prêt à exécuter ses directives. Passons maintenant à la durée du travail. Il existe en France une durée de référence qu'on appelle la durée légale du travail et qui est de 35 heures hebdomadaires. Il ne s'agit pas d'une durée maximale, mais d'une référence pour le temps plein et le déclenchement des heures supplémentaires. La durée maximale est de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine. Et sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas excéder 44 heures. En plus des durées maximales, il faut connaître les temps de repos. Le temps de repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Et le temps de repos hebdomadaire obligatoire est de 24 heures consécutives. Ce repos de 24 heures, se cumulant avec celui des 11 heures, forme donc un droit au repos de 35 heures par semaine. Enfin, la durée du travail peut connaître des hausses selon l'activité via les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles effectuées en plus de la durée légale du travail ou de la durée de référence du salarié. Elles sont majorées de 25% pour les 8 premières et de 50% pour les suivantes. Et en tant que manager, c'est bien vous qui êtes à l'initiative des heures supplémentaires. Ce n'est pas un choix du salarié d'en effectuer pour gagner davantage, mais bien une demande de votre part au nom du pouvoir de direction. Un jour, en vérifiant les pointages, un manager se rend compte qu'un salarié a accumulé des heures supplémentaires toute la semaine sans que ce soit une demande de sa part. Alors comment réagir dans cette situation? Un salarié qui effectue des heures supplémentaires non demandées peut témoigner soit d'une charge de travail trop importante, soit d'un manque d'organisation de sa part. Dans tous les cas, il vous faudra évoquer ce sujet avec lui. Tout d'abord, lui rappeler la règle selon laquelle ce n'est pas à lui de décider de faire des heures supplémentaires, même si cela peut peut-être partir d'une bonne intention. Mais surtout, ne pas s'arrêter là et chercher à comprendre la raison. D'une part, s'il n'est pas assez efficace durant ses heures normales et qu'il compense par des heures supplémentaires pour effectuer ses missions, cela peut être l'occasion de voir avec lui sa manière de travailler et son organisation. En revanche, il ne faut pas oublier qu'un salarié qui fait des heures supplémentaires même non demandées, à cause d'une charge de travail trop importante, est en droit de se les faire payer avec la majoration s'il peut prouver qu'elles étaient indispensables à l'accomplissement de son travail. Dans ce cas, cette autre hypothèse peut être l'occasion de repenser le volume de travail de votre équipe. Quatrième point, gérer les congés payés. Être manager implique de gérer les salariés pendant leur temps de travail, mais aussi pendant leurs absences liées aux congés payés. La période d'acquisition des congés va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, sauf si l'entreprise prévoit des règles différentes. Et si le salarié est présent sur toute la période, il disposera de 5 semaines de congés payés. Mais même s'il n'est pas là sur toute la période, il va acquérir tous les mois 2,5 jours ouvrables de congés. Les salariés peuvent prendre leurs congés payés au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre la fin de la période. Et pour la prise des congés, il faut distinguer le congé principal de la 5e semaine de congés payés. Le congé principal doit avoir lieu entre le 1er mai et le 31 octobre. Et le salarié doit prendre au minimum 2 semaines de congés et jusqu'à un maximum de 4 semaines. La 5e semaine sera donc prise en dehors de cette période. C'est l'employeur qui détermine les départs en congé. Donc même si les salariés sont souvent à l'origine de la demande, le manager pourra trancher en acceptant ou en refusant pour des raisons liées à l'activité. Mais cela ne doit pas empêcher le salarié d'exercer réellement son droit au congé. Un salarié qui vient d'arriver dans l'entreprise depuis 1 mois et demi demande à son manager de poser 1 semaine de congé pour la période de Noël. Seulement, il n'a pas encore acquis assez de jours pour une semaine complète. C'est pourquoi il demande à prendre des congés anticipés. Que peut faire le manager dans cette situation? Il peut soit accepter la demande. Dans ce cas, les jours de congé dont dispose le salarié seront utilisés. Et pour compléter les jours manquants, il pourra anticiper sur les jours de congé pas encore acquis, qui seront donc déduits les prochains mois. Il peut également refuser la demande, soit totalement,
en indiquant par exemple que d'autres personnes sont déjà en congé sur cette période, soit uniquement sur le sujet des congés anticipés, car il ne s'agit pas d'un droit. Le salarié pourrait donc ne poser que les jours dont il dispose réellement, mais le manager peut lui présenter aussi d'autres possibilités, comme le fait de compléter avec des RTT s'il en a, ou avec des jours de congé sans solde. Cinquième point, la modification du contrat de travail. Il se peut que le contenu du travail d'un salarié évolue au fil du temps et des besoins de l'activité. Et en tant que manager, cela sera peut-être votre rôle de demander de nouvelles tâches à votre équipe. Selon l'importance du changement que vous allez apporter, il s'agira soit d'une modification du contrat de travail, soit d'un changement dans les conditions de travail. Et la nuance est de taille, puisque dans le premier cas, il vous faudra l'accord du salarié, et pas dans le second. Concernant la première notion, il y a modification du contrat de travail lorsqu'un élément essentiel du contrat est modifié. Concrètement, il s'agit du salaire, de la durée du travail, de la qualification professionnelle et éventuellement du lieu de travail. Modifier un de ces éléments implique donc de modifier le contrat de travail, et c'est pourquoi il faut l'accord du salarié. Concernant maintenant les changements dans les conditions de travail, il s'agit cette fois de changer un élément non essentiel du contrat de travail. Et puisque l'élément visé n'est pas essentiel, l'accord du salarié n'est pas requis. Prenons un exemple pour distinguer les deux. Si vous faites passer un salarié de 35 heures à 37 heures, c'est une modification de sa durée du travail qui est un élément essentiel. Donc il faut modifier le contrat de travail par avenant et obtenir l'accord du salarié. Par contre, si vous le laissez à 35 heures, mais en changeant la répartition des horaires. Par exemple, si la journée commence et se termine 30 minutes plus tôt. Alors, c'est un simple changement de conditions de travail qui ne nécessite pas l'accord du salarié. Imaginons un responsable d'un service commercial. Les commerciaux de son équipe ont chacun une spécialité dans un des produits vendus par l'entreprise. Le responsable souhaite que son équipe soit plus polyvalente pour mieux répondre aux besoins des clients. Désormais, les commerciaux doivent être capables de présenter tous les produits. À l'annonce de ce changement, certains salariés voient cette évolution d'un mauvais œil et rappellent même au manager que leur fiche de poste ne prévoit pas cela. Dans cette situation, le manager doit se demander s'il s'agit d'une modification du contrat ou d'un changement de conditions de travail. Si le nouveau contenu de leur poste impliquait un changement de qualification professionnelle, il faudrait que le manager obtienne l'accord des commerciaux. Or ici, il s'agit simplement de faire évoluer les missions qui correspondent tout à fait à leurs compétences professionnelles. Il s'agit donc bien d'un changement de conditions de travail que le manager peut imposer. À savoir d'ailleurs qu'en cas de refus, les salariés risquent une sanction disciplinaire qui pourrait même aller jusqu'au licenciement. Sixième point, le télétravail. C'est devenu un incontournable dans l'organisation du travail, même s'il reste assez controversé. Mais dans tous les cas, c'est le manager qui devra veiller en premier lieu aux conditions du télétravail. Le télétravail est un mode d'organisation du travail, exécuté en dehors des locaux de l'employeur, avec un accord réciproque et en utilisant les moyens de communication. Souvent encadré par un accord d'entreprise ou une charte, le télétravail peut être accordé entre le manager et le salarié par un simple mail. L'intérêt d'un document écrit est de présenter des critères clairs et objectifs pour déterminer les postes et critères éligibles, les modalités d'acceptation du télétravail, la définition des périodes de travail et des plages horaires de contact, et la prise en charge des coûts liés au télétravail. Le salarié a le droit de refuser le télétravail et cela ne constitue pas une faute. Idem, le télétravail n'étant pas un droit, le manager peut le refuser. En revanche, en cas de refus, il faut présenter la raison au salarié et par écrit. Imaginons une entreprise dans laquelle le télétravail est occasionnel et se fait donc sur demande systématiquement. Un salarié fait une demande de télétravail à son manager, mais ce dernier souhaiterait la refuser. En effet, il veut effectuer ce jour une réunion d'équipe pour présenter un sujet important, et estime que la transmission des informations et les échanges se feront mieux en présentiel. Mais le manager se demande s'il peut réellement refuser cette demande, car ce salarié a déjà fait du télétravail auparavant. Même si un salarié est bien éligible au télétravail, car ces tâches n'impliquent pas une présence permanente, ou parce qu'il peut les effectuer à distance, cela n'en fait pas un droit pour autant. Le manager peut donc refuser la demande, mais en respectant l'obligation de justification à l'écrit. Il faudra donc répondre par mail, par exemple, que sa demande est refusée, en expliquant la raison professionnelle liée à la réunion d'équipe en présentiel. Il s'agit donc bien d'une justification objective permettant de refuser la demande de télétravail. Septième point, le droit à la déconnexion. Dans le cadre d'une relation de travail, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Et cela concerne aussi bien la santé physique que mentale. Mais les risques professionnels sont souvent liés à un environnement de travail spécifique, donc il est difficile d'en parler de manière générale. Toutefois, un droit concerne tous les salariés et il s'agit du droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié à ne pas être connecté et à ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail. Concrètement, c'est l'absence d'obligation de lire et de répondre aux mails, aux messages, ainsi que de répondre au téléphone en dehors des périodes habituelles de travail. Ainsi, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié pour l'un de ces motifs. L'objectif est d'assurer le respect du repos, des congés et de la vie personnelle et familiale des salariés.
Un manager doit faire le bilan de la performance de son équipe pour le directeur. Il demande donc à son équipe un reporting individuel des résultats depuis le début de l'année. Mais un de ses salariés est actuellement en congé. Le manager considère la demande suffisamment importante puisqu'elle vient du directeur pour appeler ce salarié en congé et lui demander de répondre. Vous l'avez sans doute déjà deviné, mais il s'agit ici clairement d'un non-respect du droit à la déconnexion. Le manager peut tout à fait envoyer la demande par mail au salarié en congé, mais il devra attendre son retour pour la réponse. Il ne peut pas d'une part exiger une réponse immédiate et ne pourra pas d'autre part reprocher cette absence de réponse au salarié. 8e point, la démission. Si un salarié souhaite quitter l'entreprise, il peut le faire en démissionnant. Il y a alors de fortes chances pour que vous soyez le premier au courant. Tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas de formalisme particulier pour la démission. Elle peut tout à fait être valable à l'oral comme à l'écrit, à partir du moment où elle est véritablement voulue par le salarié, même si l'écrit est fortement recommandé pour avoir une preuve. Pour que la démission soit valide, on parle juridiquement d'une volonté claire et non équivoque de démissionner. C'est le salarié qui doit exprimer clairement son souhait de mettre fin à son contrat de travail, et cela ne doit pas résulter de pression de la direction. Car dans ce cas, la démission pourrait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire un licenciement abusif. Une fois la démission annoncée, débute le préavis dont la durée varie selon le contrat de travail ou la convention collective. Vous pouvez dispenser le salarié de préavis en lui payant le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, ou vous pouvez accepter la demande de dispense de préavis du salarié et terminer le contrat à la date convenue. Mais il n'y a aucune obligation et le contrat peut continuer normalement jusqu'à la fin du préavis. Un salarié annonce à son manager son souhait de démissionner. Il n'y a aucun conflit particulier, mais juste une volonté de sa part de changer d'environnement. Ce dernier ne sait pas exactement comment s'y prendre et se tourne donc vers son manager pour les démarches concrètes. Le premier réflexe à avoir est de demander un écrit. Cela peut être une lettre de démission manuscrite ou même un mail, mais l'essentiel est que cet écrit prouve la volonté de démissionner du salarié. La deuxième étape va consister à calculer le préavis de démission. Le délai peut varier selon les cas, mais il est souvent entre 1 et 3 mois. Ainsi, il est conseillé d'acter la réception de la lettre de démission par un courrier ou un mail en indiquant la date précise de la fin du contrat selon la durée du préavis. Et pour gérer les éventuelles discussions concernant le préavis, faites tout par écrit à nouveau. Si c'est le salarié qui demande une dispense de préavis, peu importe si vous êtes d'accord ou non, vous lui demandez un écrit et lui répondez par écrit. Tout doit permettre de prouver qui était à l'initiative des demandes et quelles ont été les réponses. 9e point, le droit disciplinaire. Lorsque l'on gère une équipe, il faut être capable de réagir en cas de manquement ou de faute. C'est pourquoi les bases du droit disciplinaire sont nécessaires. La faute en droit du travail se réfère à une action ou une omission du salarié qui enfreint ses obligations contractuelles ou les règles de conduite en vigueur dans l'entreprise. En premier lieu, la faute légère, qui est une faute sans conséquences sérieuses comme un retard occasionnel, et elle peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'un avertissement. Deuxièmement, la faute simple, qui elle peut constituer un motif de licenciement. Il s'agit d'une infraction aux obligations contractuelles du salarié qui a un impact sur l'entreprise. En troisième, nous avons la faute grave. Il s'agit d'un ou plusieurs éléments aux conséquences tellement importantes que cela rend impossible de conserver le salarié dans l'entreprise. Et enfin, la faute lourde. C'est le niveau de faute le plus important qui implique la volonté du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Le second principe important dans le droit disciplinaire, c'est le délai pour agir. L'employeur dispose d'un délai de 2 mois à partir de la connaissance des faits qu'il considère comme fautifs pour mettre en place une sanction disciplinaire. Si ce délai est dépassé, l'employeur ne peut plus sanctionner le salarié pour cette faute. Et enfin, dernier point à connaître, pour établir une sanction autre que le licenciement, comme un avertissement par exemple, il faut que l'entreprise dispose d'un règlement intérieur et que ce dernier prévoit l'existence de ces autres sanctions. Depuis quelques semaines, un salarié a cumulé plusieurs retards sur son heure d'arrivée le matin. Sans grandes conséquences sur l'activité, mais par principe et par souci d'équité avec le reste de l'équipe, le manager souhaite prendre des mesures. Première question à se poser, s'agit-il d'une faute? Oui, les retards sont bien des manquements aux obligations du salarié. Ensuite, le délai de prescription est-il passé? Il faut agir dans les 2 mois qui suivent le jour de la connaissance de la faute commise. Mais s'il y a plusieurs éléments à la suite de même nature, comme c'est le cas pour les retards successifs, il est possible de prendre tous les éléments ensemble, même si certains datent de plus de 2 mois. Et enfin, y a-t-il un règlement intérieur dans l'entreprise? C'est ce document qui dresse la liste des sanctions disciplinaires possibles, comme l'avertissement, la mise à pied ou encore le licenciement. Sans règlement intérieur, les sanctions disciplinaires autres que le licenciement ne sont pas possibles. Maintenant, imaginons que le manager souhaite un avertissement pour ce salarié. L'avertissement est un courrier écrit qui présente de manière précise les faits reprochés au salarié. Il s'agit d'une sanction disciplinaire qui permettra notamment de sanctionner de manière plus sévère les prochains faits fautifs qui surviendront. Pour l'avertissement, il n'y a pas de procédure particulière à suivre. Il est possible d'envoyer le courrier d'avertissement sans avoir fait d'entretien particulier, mais il est également possible de le remettre en main propre au salarié dans le cadre d'un échange entre lui et son manager.
10e point, le licenciement. Si un employeur dispose de motifs valables pour licencier un salarié, il devra suivre les étapes de la procédure disciplinaire. La première étape consiste à envoyer une convocation à l'entretien préalable à sanction disciplinaire. La convocation peut être envoyée de deux manières, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge. Elle doit indiquer l'éventualité d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, mais sans préciser les motifs, la date et l'heure de l'entretien, et la possibilité pour le salarié de se faire assister. Concernant la date de l'entretien, l'employeur doit la fixer au minimum 5 jours ouvrables après la réception par le salarié de sa convocation. Quel est l'objectif de l'entretien? C'est l'occasion pour l'employeur d'indiquer là où les raisons qui le poussent à envisager une sanction qui peut aller jusqu'au licenciement. Une fois qu'il a exprimé ses reproches, le salarié a alors l'occasion de présenter sa version des faits, ou en tout cas d'exprimer sa défense. Mais l'entretien n'a pas pour objectif qu'une des deux parties arrive à convaincre l'autre. Une fois terminé, l'employeur ne doit pas donner sa décision à la fin de l'entretien, mais attendre un délai d'au moins 2 jours ouvrables. Après ce délai de 2 jours, il est possible d'envoyer la notification de licenciement. Elle doit prendre la forme d'un écrit que l'employeur transmet au salarié, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit en main propre contre décharge. La notification doit obligatoirement mentionner le motif du licenciement, mais surtout apporter suffisamment de précision pour être vérifiable. Le directeur d'une entreprise doit conduire un entretien préalable au licenciement pour un salarié qui a commis de nombreux manquements. Il prépare donc tous les éléments. Tout d'abord, un licenciement doit être justifié par des éléments objectifs et vérifiables. Ainsi, il faut réunir toutes les preuves écrites, les mails, les comptes rendus, ou même des attestations de témoignages. Une fois tous les éléments réunis, il faut déterminer si cela permet de prouver là où les fautes, et dans ce cas, entamer la procédure disciplinaire. La première étape consiste à envoyer la convocation à l'entretien. Il faut tenir compte du délai d'envoi et laisser 5 jours à partir de la réception. Dans notre cas, le directeur envoie la convocation le lundi et estime que le salarié la recevra le mercredi. L'entretien pourra donc avoir lieu le mercredi suivant. Ensuite, lors de l'entretien, il faudra commencer par présenter les faits reprochés au salarié. Ici, il s'agira de présenter les différents manquements avec un minimum d'explications sur les situations. Le directeur devra donc écouter la version des faits du salarié et ses explications. Et d'une certaine manière, c'est tout. Inutile de se lancer dans de grands débats pour convaincre le salarié. La seule obligation est de lui présenter les faits reprochés et de le laisser s'exprimer dessus. Si vous êtes convaincu d'avoir des éléments suffisamment précis pour prouver la faute, vous pouvez mettre un terme à l'entretien en expliquant au salarié qu'après un délai de 2 jours ouvrables minimum, la décision sera prise. Si vous souhaitez avancer sur le choix du licenciement, il faudra donc rédiger de manière précise la notification de licenciement qui doit présenter les éléments de fait justifiant une telle décision. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 points essentiels en droit du travail, qui fait que vous maîtrisez mieux ce sujet que 99% des gens. Je vous rappelle à nouveau que vous avez le résumé des sujets dans la description, et pour connaître encore plus de choses en droit du travail, vous pouvez me suivre sur Instagram ou LinkedIn où je partage du contenu toute la semaine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez les commentaires pour me poser vos questions, et je vous dis à la prochaine. C'était Victor, ciao.